si vous venez de vous installer, merci d'être resté si vous étiez déjà là, pour assister à cette session que j'ai le plaisir et le grand honneur de présenter, si j'ose dire, même si le personnage principal, ça n'est pas moi, mais c'est ce panel que vous avez devant vous et que je vais immédiatement vous présenter pour qu'on entre très vite dans le vif du sujet. Je vous rappelle que le sujet qui nous intéresse est intitulé « 50 ans après la marche verte, le Sahara marocain, de la souveraineté au développement et à la croissance ». Pour en parler, je vais commencer par vous. Amine Laridi, vous êtes expert international en politique étrangère. Merci d'être présent. À côté de vous, Si Cherkaoui, qui est conférencier. Merci également d'être là. Je me rapproche un petit peu parce que je ne connais pas encore tous les noms par cœur. Monsieur Kessala, vous êtes, ancien ministre des Affaires étrangères, si je ne me trompe pas, du Malawi. Merci également d'être présent. Monsieur Findlay est également avec nous. Et pour ne pas commettre d'erreur, vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères du Libéria. Et puis également avec nous, alors vous avez un nom qu'il faut que je donne en entier, Monsieur Faï Saïd Ibrahim El Massili. Vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères des Comores. Merci d'être là. Et puis à côté de vous se trouve Monsieur Bennis, Samuel Bennis, qui est lui éditeur. Merci à tous d'être présents et d'avoir accepté d'échanger sur cette thématique. On va prendre place, si vous le voulez bien. Je vais, si vous l'acceptez également, vous donner à chacun la parole pour quelques minutes d'introduction sur la thématique qui nous intéresse, bien entendu, ce soir. 50 ans après la formidable marche verte, je crois qu'il n'y a pas de qualificatif assez fort pour la qualifier. Nous sommes 50 ans après, évidemment le développement, on le connaît tous, même si on va en parler parce que ce développement n'est pas terminé. Votre mot d'introduction, quel serait-il? Je vais commencer par vous, Monsieur Bennis, par le fond, si je me permets, pour revenir, et chacun d'entre vous va prononcer quelques mots d'introduction. Allez-y. Je ne vous dis pas de combien de minutes, soyez raisonnable, c'est tout ce que je vous demande. Et parlez bien dans le micro, si vous l'aimez, vous pouvez même l'allumer le micro. Si vous appuyez sur le bouton. Voilà. Thank you very much, Mr. Mbarki, for this introduction. I am very pleased to be here today to speak in front of you. I would like first to extend my heartfelt appreciation to my friend Brahim Al-Fassil-Fihri for inviting me to be in this panel. I am sure everyone here in this room has read or heard over the past few weeks that the recent UN Security Council resolution on the Morgan-Sahar dispute adopted in October constitutes a decisive development and a watershed moment. To a very large extent, this is very true, especially in terms of the implications for this resolution for the future for this region. To more accurately describe what's happened in October, my take is that this resolution is neither unprecedented nor was it particularly surprising as far as I am concerned. And as I describe in my book, which I published last year about the conflict, this resolution for me was a foregone conclusion because it represents the culmination of two historic events. One is somehow distant,
and second one is much more recent. But the two of them have shaped the political destiny of this region for the past 5 decades. The more distant event was Green March, when the late King Mohammed Hassan II orchestrated the Green March in November of 1975. At the time, Spain was still administering the territory, while Algeria was started creeping itself into the dispute by supporting and hosting the separatist Polisario Front. And in the context of the Cold War, with the idea of decolonization, meaning that supports that the Global South could provide sympathy to any movement fighting for liberation, Algeria knew at the time that it had the upper hand, ideological upper hand. It needed to cast doubts on the legitimacy of Morocco's historic sovereignty over the territory. What made things even harder for Morocco is that at the time, Spain and Algeria, despite their diversion interests, decided to align their position for their shared objective around preventing Morocco from recovering its sovereignty over its southern provinces. In this claim, for me, it is not an exaggeration to say that the Green March was an epoch-making and a major and strategic masterstroke, because it allowed Morocco to force Spain into withdrawing from the Sahara without confrontation. It forced Spain into signing the Madrid the tripartite agreements in November 14 of 1975, and most importantly, it secured for Morocco a decisive geopolitical advantage despite Algeria's skillful anti-colonial rhetoric. The second major event that's paved the way for the irreversible momentum we are living today, that the Moroccan position is living today, emerged when Morocco embraced in 1998 the American suggestion to propose to bring forward a proposal for an autonomy for the Moroccan Sahara. The 2007 autonomy initiative marked a political and diplomatic shift within the Security Council, and the resolution 2440 adopted in October of 2018 made clear that for the Security Council, the only feasible outcome for the conflict is the Moroccan autonomy proposal. This trajectory, the Green March, and what's happened between 2007 until 2025 with the adoption of Resolution 2797 reflects the continuity of Morocco's royal diplomacy. In fact, what King Mohammed justement, la diplomatie royale du Maroc, on aura l'occasion d'en parler. Je suis obligé de vous arrêter là parce que, regardez, nous sommes quand même un certain nombre. C'est pas une tribune ici, c'est une discussion. Donc on va essayer, si vous voulez bien, de donner la parole à tout le monde. On va revenir évidemment sur ce grand fait historique qu'on connaît tous, mais j'aimerais que tout le monde puisse s'exprimer. Merci de votre compréhension.
Allez-y, je vous donne la parole. Alors, j'aurais du mal à vous dire faites court, mais voilà. Oui, salam alaikum. Je serai extrêmement court, comme vous le demandez. D'abord, je voudrais dire que tout ce que l'on peut déclarer, dire, soutenir, c'est d'abord une victoire de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu le glorifie. Je crois que c'est une très belle leçon que le Maroc, à travers Sa Majesté, son gouvernement aussi, vient de donner au reste du monde et particulièrement à nous, Africains. Je pense très honnêtement que le Maroc, aujourd'hui, à travers cette proposition qui est la seule base naturelle pour une solution à ce pseudo-litige, c'est un litige monté de toutes pièces. Je pense qu'aujourd'hui, les choses sont claires et l'avenir ne peut qu'être positif dans les jours à venir. Mais il n'en saurait être autrement. Vous savez, j'aime à le dire très souvent, votre beau pays est une vieille nation. Une vieille nation, quand on dit une vieille nation, il y a une diplomatie qui est là depuis longtemps et qui, aujourd'hui, montre au reste du monde ce que l'on peut faire à travers la paix, à travers l'amour du prochain, à travers ce que la diplomatie marocaine, par son ministre des Affaires étrangères, et par un homme aussi qui très souvent dans la coopération, on ne parle pas souvent de lui, mais c'est Mohamed Medkad, qui est dans la coopération, qui fait des choses extraordinaires. Je voudrais saisir cette opportunité aussi pour rendre hommage à la diplomatie marocaine, parce que aujourd'hui, dans le passé du Maroc, les gens ne le disent pas assez malheureusement. On ne dit pas que c'est une vieille nation qui est née en 1789. C'est un pays qui a 1400 ans. J'aime à le répéter pour montrer qu'il y a une constance. Et pour terminer mon propos, ne pas m'étaler, rappeler ce que Feu Hassan II disait. Il y a trois choses qu'on ne peut pas négocier. La souveraineté, et ça c'est fantastique parce que là on y vient, et le Maroc, à travers Mohamed VI, a montré qu'il n'est pas question de négocier sur la souveraineté et naturellement les institutions et la monarchie, parce que vous avez une chance extraordinaire que d'avoir ce système politique qui a offert une stabilité, parce que sans stabilité et sans une souveraineté réelle, rien ne peut se faire. Et aujourd'hui, le Maroc aussi, dans le troisième point que Feu Hassan II donnait, c'est l'islam. Ce sont ces trois points qui ne sont pas négociables et il a eu parfaitement raison, l'histoire lui donne raison et je ne peux que rendre hommage aujourd'hui plus particulièrement à Sa Majesté Mohamed VI parce qu'il a montré qu'en réalité le Maroc, cette vieille nation, ce vieux pays, pouvait convaincre le reste du monde et accompagner dans une démarche où il y a une lutte pour obtenir la souveraineté qui en réalité, il n'y a jamais eu un doute parce que le malheur du Maroc, et là je terminerai par là, c'est d'avoir été colonisé par deux pays, l'Espagne et la France. S'il n'y avait pas eu cette double colonisation, il n'y aurait jamais eu un problème du Sahara marocain parce qu'au sud, il y a toujours eu la frontière du Grand Mali, de l'époque, l'Empire du Mali. Au nord, c'était la Méditerranée. Et on a toujours connu le Maghreb comme étant le seul vrai pays fiable qui répondait aux critères du droit international et même dans les faits historiques, parce qu'on ne parlait pas de droit il y a 1000 ans, il y a 5 siècles, mais on parlait de facto de trois conditions nécessaires qui est un peuple, un gouvernement, un territoire. Or, il n'y a jamais eu dans le Sud un gouvernement qui gérait les affaires du Sud. C'est aujourd'hui le Maroc, de l'Aoun jusqu'à Tanger, où nous sommes aujourd'hui. C'est ce seul territoire qui fait un pays, un peuple et un souverain. Je m'arrêterai là pour laisser aux frères continuer. Merci. Merci beaucoup. Vous avez la parole, Monsieur Findlay. Thank you. Let me first of all pay homage to the King and the Kingdom of Morocco, and thank you for having me in Morocco. The issue of the Green March has no other interpretation but the sovereignty of the people and Kingdom of Morocco right to the Moroccan Sahara. The political issues that has been fought diplomatically
Morocco has been able to overcome all of these hurdles through diplomacy. Now, I don't want to, I think my two colleagues have addressed some of the historical perspective, but I want to see where we are today in Moroccan Sahara. Liberia was the second country to open its consulate in Dakar, and I was foreign minister then. And there's no question about our support for Morocco's right to the territory of Moroccan Sahara. But, you know, you can't talk politics all the time, because we talk politics and we talk development. We talk about expanding and improving the lives of the people of Morocco. You can't do that when you have a portion of Morocco being seemingly not, the citizens not giving that right to the right of all Moroccans. So we're here today to celebrate 50 years. And that 50 years means there have been development, education programs, youth programs, economic programs. You can see that the economy of that particular region now has been developed. Resources have gone there. The king and the people of Morocco are doing more now to ensure that that region and the citizens that live in that region are part of Morocco. You can never have a solution without, first and foremost, recognizing the fact that it is Morocco's sovereignty over the Moroccan Sahara. And then now we can talk anything else. So today, I will be very brief in my introduction, that we believe as Africans that Morocco needs to be united and a whole body. The Spanish came in and they left. Today, Morocco must reclaim her territory and her right. And so we support the United Nations Resolution 2797 for the sovereignty of the people of the Kingdom of Morocco. Thank you. Thank you. Thank you so much. Monsieur Keisala. Thank you so much. I would like to join my colleagues, first of all, by congratulating the Kingdom for attaining the 31st October UN resolution. This is a milestone in the history of diplomacy in as far as the Morocco-Sahrawi is concerned. I come from Malawi. Malawi had the bilateral relationship with Sahrawi up to 2016. As most of the SADC countries, likely, most appropriately so, they have little understanding of the conflict. But I took the Kingdom to engage us at political level, and that's where we saw high level of political diplomacy, where you are able to engage the political leadership of different countries, more especially in SADC region, to get to understand what I'm talking about, what's the history behind it. And as somebody who is in the foreign affairs then, I was the Minister of Foreign Affairs, I'm glad that I was one of those who was able to move my country from being in diplomatic relationship with Sahrawi to move to Morocco, and we opened an embassy in Morocco, which is a huge achievement. And today we're very happy to see that even the UN has come to realize that indeed there should be this plan implemented, and they have recognized the sovereignty of Morocco over Sahrawi, and we believe that
this also has redefined the issue of independence of countries. In our region, that has been a big issue as well. A lot of conflicts will come in because other small entities, ethnic groups would want to claim independence. But in this UN resolution, it has redefined independence. In this case, we are talking of autonomous region, but within the sovereignty of the same state. And that's the way to go. That will reduce the conflict in many regions of Africa. So to us in Africa, to us in SADC, we believe that this resolution, it is not only an achievement by Morocco, but it's good for the entire Africa. It will help us deal with many conflicts that would have come in future. Thank you. Merci, merci à vous pour ce propos. Je donne la parole maintenant au professeur Roudani Chalkraoui. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être parmi vous dans le Mideis 2025. Bien évidemment, cette année 2025, elle coïncide avec la résolution 2797. C'est une résolution révolutionnaire, historique, une résolution qui est stratégique et je dirais même, osé de dire, c'est une résolution de dimension géostratégique. Parlant de la marche verte, il faut savoir qu'aujourd'hui, le Maroc, en 1975, il n'a pas libéré un territoire. Il a libéré une vision. Une vision qui dépasse les contours géostratégiques et géopolitiques que certaines personnes essayent de reformuler. Je pense aujourd'hui, il faut revenir au cadre géostratégique et les rivalités géopolitiques dans l'OTAN en 1975 pour comprendre le génie d'un roi qui s'appelle Hassan II, un grand roi dans le sens propre du terme. En 1975, le monde il était dans la fragmentation, il était dans la dislocation. On sort de la crise qui porte dans le Moyen-Orient. Il y avait le choc pétrolier de 1973-74, les États-Unis dans la défaite en Asie avec la guerre du Vietnam, l'Espagne dans une situation très difficile et très compliquée, l'Union européenne, les 9 pays dans l'OTAN, ils étaient vraiment dans une situation économique et géoéconomique qui est très difficile, surtout avec l'augmentation nette du chômage, avec le choc pétrolier et son impact sur l'économie et l'écosystème économique des 9 pays européens. On parle du continent africain où il y avait donc le déclin des Portugais avec l'indépendance de Saint-Thomé, de l'Angola et de plusieurs pays africains. C'est-à-dire il y avait vraiment une situation qui est très difficile, très compliquée. Arriver de réussir vraiment une marche pour libérer votre territoire d'un colonisateur, d'une puissance comme l'Espagne, ce n'était pas une tâche facile. Ça demande une ingénierie, une intelligence, une vision. Et je pense aujourd'hui, avec le temps et avec le recul, nous que nous vivons aujourd'hui en 2025, on voit à quel point le roi du Maroc, Allah yarhamou Hassan Thani, feu Hassan II, était un roi stabilisateur, un roi bâtisseur, un roi stratège, un roi qui a pu résoudre un système d'équations qui est très compliqué, qui est très difficile. Pour les politiciens dans l'OTAN, ils savent que ce qu'on appelle les paramètres visibles. Mais il y avait d'autres paramètres invisibles qui compliquent la résolution du système de l'équation géopolitique mondiale. Feu Hassan II, il a réussi avec l'art de la stratégie de gagner le pari. Bien évidemment, aujourd'hui, nous sommes, comme je viens de vous dire, nous avons Hassan II et les Marocains ont libéré un territoire, mais aussi une vision géoéconomique, une vision géostratégique. Parce qu'aujourd'hui, les provinces du Sud, avec la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui continue de promouvoir une autre vision géoéconomique pour faire des provinces du Sud une région plateforme à l'échelle continentale, à l'échelle internationale, avec l'initiative du nouveau modèle de développement économique en 2015, Sa Majesté Mohamed VI, il a lancé une vision qui
va promouvoir une synthèse géoéconomique, géostratégique qui va avancer dans l'espace et dans le temps. Il l'a arrimé avec une autre vision géopolitique, le désenclavement des pays du Sahel à travers les provinces du Sud et l'inscription des pays afro-atlantiques, tous les pays afro-atlantiques sans exception, dans une géoéconomie atlantique mondiale. Et de fait, aujourd'hui, la marche continue. C'était amorcé par Feu Hassan II, mais il continue avec Sa Majesté le roi Mohamed VI. Allah yansuru. Merci. Merci. À côté de moi, Amine Laridi, vous êtes expert international en politique étrangère. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Merci, cher ami, merci, cher frère, merci, cher président de séance. Un plaisir d'être dirigé par vous. Vous, le journaliste intègre, et vous, le patriote. Est-ce qu'on peut applaudir Simbarki, s'il vous plaît? Merci d'avoir eu l'amabilité de me laisser à la fin. Silencio est aurum. On apprend en écoutant. Et la sagesse est très importante. Et dans ce genre de sujet, on communique par le silence beaucoup plus que par les paroles. J'ai pris du plaisir d'écouter son Excellence, M. Sharqawi Roudani, mon cher frère, qui est à ma gauche, fin stratège, très humble, je souligne cela, et grand patriote. J'ai pris du plaisir également à entendre son Excellence, M. Kassaïla, dont le soutien et le soutien de son pays signifie énormément de choses, homme intègre, et son soutien signifie aussi qu'on soit de gauche ou de droite, quelle que soit notre idéologie. Si nous en avons une, on ne peut que soutenir la justice et la justice. Et la cause du Maroc a toujours été juste. Je salue aussi mon cher frère, M. Findlay, ministre honorable du Libéria, pays frère, et qui a toujours soutenu la cause nationale, qui a toujours défendu notre cause nationale, notre souveraineté, et qui est conscient que défendre la souveraineté du Maroc, c'est défendre la paix, la sécurité dans tous les pays frères. Et j'avais eu l'amabilité de visiter son beau pays, le Libéria, magnifique pays, doté d'une très très belle nature et d'une bonté humaine incroyable. Et je pense qu'il est temps de rebâtir les narratifs. Parce que quand on imagine certains pays africains, on imagine la guerre, on imagine la pauvreté. Et on oublie la plus grande richesse qu'on a, qui n'est pas dans le sol, qui n'est pas sous le sol, mais qui est les femmes et les hommes. Merci, cher frère, pour votre soutien. Mon cher frère, M. Massali, que j'ai entendu défendre la cause nationale, pas uniquement en arabe, en français, en anglais, mais même en swahili, le cœur sur la main, là où il n'y avait pas la presse, il n'y avait pas de caméra. Ces gens méritent d'être applaudis. Et on a aussi parmi nous dans la salle, beaucoup de gens qui s'identifieront, qui méritent d'être applaudis. Et enfin, c'est Samir que j'ai eu le plaisir de voir pour la dernière fois, l'année du Covid, aux Nations Unies, où j'avais eu le plaisir de donner une double conférence sur la paix et la sécurité, mais aussi sur le développement dans notre continent africain. Paix, sécurité, développement. C'est le Maroc qui avance. Défendant d'une main sa souveraineté, défendant d'une main ses droits, défendant d'une main la légitimité de sa cause, défendant d'une main les causes justes dans le monde, le droit à notre continent africain à la paix, à la stabilité et au développement, mais bâtissant de l'autre main, avec beaucoup de générosité. Le royaume du Maroc qui a prouvé, grâce à la haute vision de Sa Majesté l'Insro, grâce au leadership concret de Sa Majesté le roi Mohamed VI l'Insro, un leadership visionnaire, mais aussi fédérateur et ô combien humble. Le concret et l'humilité sont des vertus. Et Sa Majesté nous apprend de par l'exemple. D'ailleurs, le 31 octobre, une date d'avant, une date d'après, il y a un avant et un après 31 octobre, nous a appris que, on n'a pas appris que le Sahara était marocain, le Sahara a toujours été marocain. Rawabid al-Bay'a, Imarat al-Mu'minin, la souveraineté, les archives en fait des pays alliés stratégiques, nos amis anglais savent très bien que le Sahara est marocain. Il suffit de lire les archives de la compagnie McKinsey, il suffit de relire la convention de Marrakech du 19e siècle. Nos amis espagnols aussi savent très bien que le Sahara est marocain, depuis le 15e siècle et bien avant, de par des archives qui existent depuis 1400. Nos amis français, ils savent très très bien, de par leurs archives dans le Quai d'Orsay, mais aussi leurs archives en fait au niveau de Versailles, les archives aussi du ministère des Finances, et ainsi de suite, que le Sahara est marocain. Mais le 31 octobre, clôturer une bonne fois pour toutes ce dossier-là. Vous avez remarqué mon ton de voix. Ceux qui me connaissent savent que je parle en général avec un ton beaucoup plus fort. Mais mon ton est calme.
parce que le Maroc est calme, parce que notre force est calme, parce que la justice est et sera toujours avec nous. Nous sommes calmes et nous sommes fédérateurs. Et je vous rappelle le discours de Sa Majesté, le Mansour Billah, Sidna Allah Yusra. Inna fatahna laka fathan mubina. Al-Fath. On parle de Amir al-Mu'minin. Le choix des ayats du Coran sont très puissants. Et ils ont une symbolique très profonde. Al-Fath ne se traduit pas par la conquête. Al-Fath, c'est une victoire fédératrice. C'est comme une nouvelle source où tout le monde peut puiser. Une source fédératrice de richesse, une source fédératrice de stabilité, une source fédératrice de puissance. Et je vous rappelle qu'après cette ayah, le Coran al-Karim, Sa Majesté a gratifié nos alliés stratégiques. Et ils sont nombreux, en commençant par les États-Unis d'Amérique, bien sûr. Mais il a aussi gratifié toutes celles et ceux qui ont contribué à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur, à cette clôture du dossier de cette causa justa, une bonne fois pour toutes. On ne parle plus de droit, parce que le droit a toujours été avec nous, mais ce n'était pas un débat légal, soyons très clairs par rapport à ça. On parle d'un sacre, comme le disait Sifahmi tout à l'heure, comme le disait mon cher frère aussi, c'est Sharqawi, c'est le sacre de la diplomatie royale marocaine de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie. Comprendre cette phrase, qui peut paraître simple, c'est comprendre le 31 octobre. Nous sommes tous unis, nous tous Marocains, nous tous amis du Maroc, nous tous amis de la souveraineté, de la justice, nous tous qui œuvrons pour la paix et la stabilité en Afrique, en Méditerranée, en Atlantique et de par le monde autour de notre roi. Et nos contributions sont un devoir, nous tous. Même vous jeunes qui êtes dans la salle, quand vous publiez des choses patriotiques, des choses en fait positives sur le pays, quand vous vous intéressez à un sujet tel que celui-ci et que vous êtes nombreux à venir, et je suis heureux de voir qu'il y a beaucoup de demoiselles, beaucoup de jeunes, ça veut dire que le flambeau sera passé à cette nouvelle génération. Nous ne sommes pas là pour avoir des médailles, nous sommes là pour préparer, terrasser le terrain pour vous, pour que vous trouviez déjà l'infrastructure nécessaire pour bâtir une superstructure. On doit arrêter les conflits générationnels et on les a arrêtés. Chaque génération n'est pas obligée de détruire à la fin ce qu'elle a bâti pour que la nouvelle commence à partir de zéro, sinon elle n'a rien fait. Au contraire, on se doit de préparer et d'avoir la foi en l'avenir, et l'avenir c'est vous, et on se doit d'avoir la foi en vous-même. C'est très important, ayez la foi en vous-même, en votre pays. Sans chauvinisme, mais avec un esprit d'humilité, de respect de soi, de son prochain, des institutions et de bâtir. Et avec une oreille sourde à toute sirène d'ingérence étrangère. Clôturant ce dossier, ce sacre, cette victoire est aussi une reconnaissance du rôle stratégique, prééminent, puissant que joue le royaume du Maroc au présent et qu'il est voué à jouer bi'idnillah dans le futur. Un rôle de paix, un rôle de stabilité, un rôle de support des souverainetés, un rôle de locomotive capable, comme tu disais tout à l'heure, de créer des visions fédératrices, concrètes. Et comme votre silence en témoigne, à laquelle on croit, une vision qui est bancable, parce que le Maroc fait et parlera rarement. Ceci dit, le volet économique est très important. La bouteille d'eau qui est à côté de moi ne nous suffira pas ensemble, on pourrait être généreux, la partager. Mais si on arrive à bâtir ensemble, dans la confiance, un puits, un barrage d'eau, ce barrage nous permettrait de nous développer, nous tous ensemble, d'atteindre avec le travail dur, mais le travail gratifiant, nos aspirations, voire même de les dépasser, et de créer suffisamment de valeur pour les acteurs internationaux pour qu'on ne soit plus en conflit avec eux, mais qu'on soit en synergie avec eux. Si vous avez compris cela, félicitations, vous avez un PhD en diplomatie. Parce que c'est ça la réelle politique.
c'est d'arrêter de tergiverser autour d'idéologies du passé, mais d'être capable de ramener des sources d'énergie, des sources de valeur où tout le monde trouve son compte, où les autres sont grands, mais vous êtes quelque part le catalyseur et donc le pilote, même si vous ne demandez pas à l'être. Et je garderai, avec votre permission, président de séance, cher ami, ma deuxième partie relative à l'économique pour la deuxième question, si j'aurais toujours... Alors c'est la question que j'allais aborder, si vous le permettez, et pour rebondir un petit peu sur tout ce qu'on a entendu à propos évidemment de la marche verte d'une part, de la résolution 2797 d'autre part. Franchissons le pas. Est-ce qu'on peut dire, la question est très simple et vous allez voir presque basique, mais l'interprétation peut être de la part de chacun très différente. Est-ce qu'on peut dire maintenant, après le 31 octobre, le fameux après dont vous faisiez référence, que finalement la marche continue? Elle est différente, mais elle continue. Je vous donne la parole est libre. Essayez juste d'être relativement synthétique dans vos réponses, de façon à ce que tout le monde puisse s'exprimer. Allez-y, je sens que vous avez besoin de répondre. Ben écoutez, oui, effectivement, la marche, elle continue, parce que 2797, il a mis en place la légitimité historique du Maroc sur les provinces du Sud. Comme je viens de vous dire aujourd'hui, il y a une vision qui est en train de se mettre en place, et depuis très très longtemps. C'est pas qu'avec le 2797, parce que le Maroc, dans l'espace et dans le temps, il a développé toute une stratégie multidimensionnelle basée sur le développement des provinces du Sud pour qu'il devienne une plateforme, une région pivot à l'échelle doctrinale, parce qu'aujourd'hui, il faut dire qu'on peut avancer ce que je peux appeler la souveraineté fonctionnelle du Maroc. La souveraineté fonctionnelle du Maroc qui va être reformulée à travers une nouvelle doctrine géopolitique sur laquelle je travaille personnellement, que je l'appelle Strait Belt, qui est déjà publiée sur beaucoup de magazines à l'échelle internationale. Cette nouvelle doctrine géopolitique marocaine, c'est que le Maroc, à travers les provinces du Sud, va devenir une force thalassocratique. Et on va essayer de travailler sur ce qu'on appelle les initiatives des corridors de la souveraineté partagée. Parce que les provinces du Sud étant, comme il a dit Sa Majesté à maintes reprises, le trait d'union entre le Maroc et sa profondeur africaine. Donc je pense aujourd'hui, il faut qu'on travaille sur la mise en place d'une nouvelle vision capable de rassembler les paramètres de force de la doctrine géopolitique, le nord Atlantique des États-Unis avec l'Union européenne, et aussi avec l'Indo-Pacifique élargi qui englobe le continent africain. De là, cet espace atlantique ou bien cet espace afro-atlantique qui n'a jamais été un projet politique, qui était juste pour les stratèges américains, le Grand Lac, deviendrait avec le temps un espace géoéconomique très important. Par exemple, aujourd'hui, le Maroc il est en train de développer plusieurs industries. On parle par exemple des batteries ion, on parle par exemple des matériaux critiques et stratégiques. Je pense aujourd'hui qu'on parle des corridors de la boue, africain. Donc on pourrait créer ce qu'on appelle un maillage des corridors de logistique, de la géoéconomie, pour que le continent africain trouve un espace arrivé de dépasser certaines rivalités géopolitiques et certaines fractures géopolitiques. Et de là, l'importance de la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI lorsqu'il parle de désenclavement du pays du Sahel, ou bien l'initiative AAA Agriculture Adaptation, qui a été menée par l'office de l'OCP, l'office chérifien de l'OCP, et l'investissement de 12 milliards de dirhams dans la programmation future. Je pense aujourd'hui c'est tout un écosystème qui est en train de se mettre en place et que les provinces du Sud deviendront une infrastructure géopolitique très très importante à l'échelle du continent africain, à l'échelle de l'espace afro-atlantique, à l'échelle de l'espace euro-méditerranéen et à l'échelle de l'espace saharo-sahélien. Et de fait aujourd'hui, je pense qu'on va passer de ce qu'on appelle la diplomatie du territoire territoriale à une diplomatie de développement, de co-développement.
Il y a eu effectivement la marche elle-même, et ensuite la marche s'est poursuivie, la marche diplomatique et maintenant aussi la marche économique. Moi j'aimerais bien vous entendre sur cette question-là, si vous le voulez bien, que ce soit Monsieur Kassaïli ou que ce soit Monsieur Findlay ou encore vous, pour savoir comment est-ce que vous le percevez. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très intéressant. Vous avez dit, finalement, cette résolution onusienne, elle nous sert à nous aussi dans nos territoires. Thank you so much. The march continues and Microphone, please. thank you. The march continues, and within the region, we have seen that the kingdom is investing quite some resources in the southern provinces, developing them beyond any recognition. But going beyond that, from 2016, when Morocco rejoined the AU, we have seen that the march continues at AU level, being led by Morocco itself. So we have seen the leadership from the king at AU level in many aspects. Come disasters, Morocco lead. The march continues into Africa. They are bringing justice into Africa. So the march doesn't stop within your region, in Sahrawi region. The march is continuing in Africa. In my own country, after we had re-engaged with Morocco in diplomacy and created diplomatic relationship, every single year, Morocco comes in to assist us in the agriculture sector so that we are food sufficient. Our people do not have to struggle to get food on table because of the technology that Morocco has, the fertilizer that Morocco has. So Morocco has been able to show that he is a leader and would like to make sure that Africa is moving together. And the march is moving, is proceeding in Africa, is no longer stopping here, is everywhere in Africa so that Africa grows together. Thank you. Oui, Monsieur Findlay. Yeah, well, the march continues. You have to, while we are talking about the continuation of the march, I want to describe it in this way. The mopping up, the diplomacy work of mopping up with the loose ends. There's some small loose ends, but you're mopping up. But while the march is continuing, you have to talk about investment. You have to talk about putting resources into the region. And you can see that Morocco is doing that. The kingdom is doing that. I had the opportunity, but I didn't make it, to go and visit last week, but I was busy. But there's a delegation from Dakar that came to Liberia. And what are they talking? They're talking economic zone, they're talking ports, they're talking supplies of agricultural products. So you see that it's no longer a Western Sahara, Moroccan Sahara. Now we are talking about Morocco, the Western Morocco, Sahara region, reaching out beyond Morocco to the international body. And so you see that you have to continue to engage. Globally, this is where the issues are. We can no longer say we are fighting a diplomacy thing. Now it's time for us to work along, Africa to work along with Morocco to do the mopping up, the finishing touches. And I'm sure we know what we're talking about, and that will happen as we continue to go. But the diplomacy that Morocco have used internationally was very brilliant. I don't know who designed it, but it was a brilliant move over the years, and I see that King Mohammed V must take credit for that movement. So I want to stop here. Monsieur El-Masseli, pardon, excusez-moi. Votre intervention nous intéresse aussi sur cette marche qui ne s'est jamais arrêtée finalement et qui va continuer encore.
Alors, moi d'abord, je voudrais m'associer à Amin Laguidi, avec qui nous avons fait de très belles choses pour la défense de l'intégrité territoriale du Maroc, notamment dans beaucoup de pays africains. On a eu à nous déplacer. Je voudrais lui rendre particulièrement hommage parce que il est très humble, il parle jamais de lui, mais je voudrais ici aussi rappeler que son implication, il a su avoir les mots qu'il faut, quand il faut, là où il faut, pour créer ce dynamique dans beaucoup de pays africains. Et je voudrais lui rendre hommage. On s'inspire. Dire aussi que je voulais dire aussi que je dirais que j'aime pas trop parler de moi en réalité aussi, mais je serais tenté de dire que je suis comorien et les Comores ont été le premier pays à avoir ouvert un consulat général à Laoun. Donc c'était un signal fort aussi parce que nous étions le premier pays à y aller, à ouvrir le consulat dans cette perspective justement de renforcer la thèse marocaine selon laquelle le Sahara marocain a toujours été historiquement et maintenant marocain. Mais j'ai une autre lecture à propos du 31 octobre, notamment la résolution 2797. Je dirais que sur le plan des relations internationales ou du droit international, il y a un avant 31, un après 31. Il y a jusqu'au 31 problématique qui était posée, que définitivement il a été résolu. Donc forcément, une autre page est ouverte. Et d'ailleurs, c'est dans ce sens que Sa Majesté Mohamed VI, Dieu l'assiste, en prenant la décision de faire de ce jour un jour férié, est un côté symbolique fort qui montre qu'il y a une nouvelle page que nous allons construire pour le Maroc et ô combien, effectivement, comme disaient les collègues, l'Afrique a besoin de ce leadership du Maroc. Et là, bien que la diplomatie s'était déployée pour défendre l'intégrité territoriale du Maroc, donc la souveraineté du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI aussi a fait des engagements économiques majeurs depuis 2015, voici 10 ans. Il y a eu 7 milliards de dollars qui ont été investis dans les provinces du Sud. Et ça, il y a une volonté politique pour développer cette partie du monde, pour rattraper, cette partie du Maroc pour rattraper le retard qui était pris. Mais aujourd'hui, quand vous regardez les dernières statistiques de 2023, il y a une croissance de plus de 10% dans l'économie du Sud. Je crois que c'est la plus performante sur l'ensemble du territoire marocain. Et ça a tout son sens, parce qu'il y a une volonté forte qui est affichée par Sa Majesté. Nonobstant, à côté, la politique diplomatique menée pour convaincre le reste du monde, mais Sa Majesté Mohamed VI, son gouvernement, ils ont su aussi accompagner cette province du Sud, bien que le problème n'était pas résolu, mais de faire en sorte qu'il y ait un équilibre dans le développement du Maroc et notamment dans ces provinces du Sud. Donc je dis oui, effectivement, mais il n'y aura pas une nouvelle politique à partir du 31 octobre sur l'économie. Ça a déjà été initié depuis 10 ans. Et Dieu sait que des belles choses ont été réalisées en termes d'infrastructures, de ports. Après Tangemed, il y a aujourd'hui à Dakhla et un peu plus au sud. Et il y a des très belles choses de réaliser et qui sont en train d'être réalisées. Mais désormais, savourons cette victoire diplomatique de Sa Majesté Mohamed VI, parce que désormais, rien ne se fera comme avant et rien ne se sera comme avant le 31 octobre dernier, parce que le droit international a définitivement sacré le principe de la souveraineté du territoire. Le reste, ce sont des modalités sur l'autonomie, mais désormais, la souveraineté du Maroc est consacrée. Et dans ce sens, il y aura forcément un avant 31, un après 31, et nous sommes pleinement dans cette nouvelle phase de l'après 31, et je suis convaincu que ce qui est fait, les efforts qui sont déployés par Sa Majesté Mohamed VI et son gouvernement vont davantage être plus producteurs et plus productifs pour l'avenir du Maroc, mais aussi pour le reste de l'Afrique, parce qu'effectivement, notre continent
nous observons ce qui se passe aujourd'hui au Maroc et nous savons que le Maroc n'a pas seulement investi sur des infrastructures. Le Maroc a su investir aussi sur la richesse la plus importante, qui est la richesse humaine, la formation. On sait aujourd'hui sur la protection des droits de la femme, la réforme de la Moudouana que Mohamed VI, Dieu l'assiste, a engagé pour donner plus de protection à la femme. Ce sont des choses majeures parce que le développement économique n'a un sens que quand l'humain est placé au centre de ce développement. Or, Sa Majesté a toujours fait sien ces problèmes et bien entendu, tout ne peut pas être résolu d'un seul coup, mais rassurez-vous, hein, le Maroc, vous avez une longueur d'avance, c'est pourquoi nous autres apprécions le Maroc et nous savons qu'il y a un leadership naturel aujourd'hui qui s'impose et nous voulons que le Maroc soit ce modèle que beaucoup de pays africains vont pouvoir également suivre parce que vous avez réalisé des très belles choses en si peu de temps. Merci beaucoup. Et si vous me le permettez, cette petite réflexion de ma part, que je ne suis rien, mais cette résolution, ce pas supplémentaire dans cette marche, c'est la victoire de tout le monde, la défaite de personne. Je vais vous donner la parole à vous aussi, à Samuel Nice, pour rebondir un petit peu sur le volet économique aussi. C'est vrai que les provinces du Sud se sont extrêmement développées. La marche, encore une fois, on le dit, on le répète, elle continue, elle ne s'arrêtera pas. Et encore une fois, c'est très inclusif, c'est-à-dire que ça ne concerne pas uniquement le Royaume du Maroc. Thank you, Mr. Mbarki, for this question. Before answering this question, I think I should just point out that it is true that the diplomatic, the legal battle has been settled. Now there is no question. There is no more question about whether the Sahara belongs to Morocco or not. And now the problem is political. And I think, yes, the march continues. But we should also think about the political march because we still have a big challenge lying ahead. Because while the legal battle has been settled, the political one with the country that has contributed to prolonging this conflict, we should ask whether this country is ready to engage with Morocco in genuine negotiations or talks to achieve a final solution or not. If you ask me, that's why I think, however, this resolution, however strong or decisive has been for Morocco in terms or in legal terms, moderation is essential, and we should make sure not to be taken away by triumphalism. Now, if you ask me whether Algeria and the challenge laying ahead before us will be easy to overcome, and whether Algeria is willing or has any interest in engaging with Morocco to reach a final solution, my answer, I wish I could provide an optimistic answer, but my answer is pessimistic because I am pretty sure, I am very convinced that Algeria will, through all its weight, will invest billions upon billions of dollars to prolong or even derail this political phase. Because, and I am I'm also firmly convinced that Morocco, that our government and His Majesty and his team are convinced that and well aware that Algeria is not willing and has no interest in sitting with Morocco in the negotiating table to reach a final solution. And just to make a point, the problem, and as the great thinker and historian Abdullah Alawi argued in his book published in 2022, Cahiers Covid, and as I argued in my book in chapter 10 and 11, Algeria has no interest in ending this conflict because doing so contradicts its political doctrine and its long-term desire to overthrow the Moroccan monarchy. So for the
Non, mais écoutez, on verra bien, j'ai envie de dire. Moi, je ne vais pas rentrer dans les débats politico-politiciens. En tout cas, la main reste tendue. Ça a été bien exprimé par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Elle l'est et elle le restera très certainement jusqu'à ce que ça puisse aboutir. Je vais revenir à vous, Amine Laredi. C'est très important de mesurer le niveau de développement en si peu de temps, parce que 50 ans, on l'a dit, pour la marche verte, en 50 ans, franchir autant d'étapes sur lesquelles il a fallu pour certains pays plusieurs siècles, y compris des pays industrialisés, comme on les nomme aujourd'hui, cette marche, elle n'a pas du tout été forcée, bien au contraire, tout était prêt. Il y avait une vision, vous l'avez exprimé tout à l'heure, tout était prêt pour pouvoir développer ces régions et pour qu'elles soient inclusives. Je trouve du plaisir à vous écouter. J'aime les gens qui choisissent les mots. Et Dieu sait que dans ce panel, les mots ont été bien choisis, et à juste titre. Puisqu'on a des jeunes, permettez-moi de répondre en 30 secondes sur un sujet, puis de revenir essentiellement à votre très importante question. Marc Aurelius, stoïcisme, meditation. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes parmi dans la salle. Il y a ceux qui nous écoutent et qu'on salue, qui vont faire les rapports, mais il y a aussi ceux qui parmi nous. Marc Aurelius, si vous avez jamais lu Marc Aurèle, un message aux jeunes, lisez Marc Aurèle. Marc Aurèle a écrit quelque chose de très intéressant, Meditation. Ce n'était pas un livre pour qu'il soit publié, ou pour qu'il soit connu, ou pour qu'il soit applaudi. Le gars l'a écrit pour lui-même. Donc vraiment, on l'a trouvé une fois qu'il était décédé et ça a été repris. Meditation est très intéressant parce qu'on parle quand même d'un monsieur qui était général, qui était chef d'État et qui était connu pour son stoïcisme, pour son sens du devoir. Il y avait une anecdote, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, où on disait quand il était rentré glorieux à Rome avec les fleurs jetées, il avait quelqu'un derrière lui qui lui soufflait à l'oreille « Vous êtes uniquement humain. You are nothing but a man. » On n'est rien. Nous ne sommes rien. L'orgueil nous diminue. Le moment où on accepte qu'on n'est rien, le moment où on accepte qu'on a une mission dans cette vie, qu'on se doit d'honorer d'abord, à travers le travail, à travers la discipline, à travers l'apprentissage continu, à travers une générosité absolue, parce que le fleuve donne sans penser à ce qu'il recevra, s'il y aura de la pluie ou pas. Le moment où on devient des fleuves, on fait partie d'un tout. On passe du rien à faire partie d'un tout. C'est vraiment un message que j'ai envie que nos jeunes s'en imprègnent. Parce que nous sommes dans un monde où le m'as-tu vu est devenu une loi, où on mesure les gens de par le nombre de likes qu'ils ont dans tel ou tel réseau social. Et in fine, ce n'est qu'une vitrine. Et quand vous connaissez même ces personnes qui ont ces millions de likes, ils sont très souvent très tristes de l'intérieur parce qu'il n'y a pas le feu sacré. Le feu sacré ne vient que quand on a une mission et qu'on nourrit ce feu sacré à travers l'honneur de servir. On a tous l'honneur de servir une grande nation, un grand roi, un grand pays. Et je remercie mon frère Fahmi pour l'hommage qu'il m'a rendu tout à l'heure. C'est ma manière de répondre. Et parmi nous, encore une fois dans la salle, il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints, qui ont cru dans ce pays, continuent d'y croire, et qui ne sont pas marocains, mais qui sont devenus en honorant notre cause justa. Et je leur rends réellement hommage parce qu'ils n'ont rien demandé, ils n'ont jamais rien demandé en contrepartie. C'est des gens fiers, c'est des gens qui ont beaucoup de valeurs et qui ont cru en notre pays, qui croient en notre roi et qui nous soutiennent, sincèrement. Maintenant, je salue Brahim Fassil Ferry, notre ami, notre frère à tous, pour le choix exact de cette thématique, de la souveraineté à la croissance et à la prospérité. Souveraineté à qui? Soyons très clairs par rapport à cela. Croissance, comme l'a dit mon frère Fahmi et mon frère Findlay, ils ont tout à fait raison, et aussi, ils sont tous des frères, mon frère Sharqawi. Croissance, on n'a pas attendu la résolution. Le NMD 2015, j'avais l'honneur d'être présent à l'Ayoud, le discours de Sa Majesté était très puissant, avec une phrase très claire, permettez-moi de la dire respectueusement en arabe, parce qu'il s'agit d'un haut discours de Sa Majesté, et de la traduire humblement en français. Sa Majesté définit ces citoyens marocains des provinces du Sud comme étant des gens d'orgueil, d'amour propre, qui ne demandent pas. Et ilmin wa tijara, science, savoir, économie matérielle, investissement dans l'humain, et ça a déjà été fait. On a des écoles d'ingénierie, on a des hôpitaux universitaires, on a des écoles de formation professionnelle.
On a une valorisation de la culture marocaine, hassani, marocaine d'abord. Tijara, c'est l'histoire qui revient. C'est le phénix qui renaît de ses cendres plus beau, plus fort, plus fédérateur. Les provinces du Sud ont toujours été un carrefour civilisationnel, un melting pot civilisationnel. Et le Maroc n'a jamais été une puissance hégémonique. La preuve en est, quand on voit les marabouts, les saints, les scientifiques marocains, les gens de religion, mais aussi d'autres types de sciences, ils sont venus de tous les coins d'Afrique, mais aussi d'Andalousie et d'ailleurs. Et ils étaient valorisés ici au Maroc. Soyons très clairs par rapport à ça. Nous n'exportons pas un modèle, nous valorisons ce qu'il y a à valoriser. Et c'est un état d'esprit très important qui a toujours survécu et qui se doit de survivre. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de respect. On ne mesure pas des nations et des pays de par le PIB, de par le nombre de populations. Que nenni, grande erreur. Et que je me trouve toujours du plaisir à me délecter, à défaire les arguments de certains amis de certains pays que je ne nommerai pas, qui mesurent les pays au travers du PIB. Ah, qu'est-ce que vous avez? Vous avez du pétrole, vous avez du manganèse. Et vous, qu'est-ce que vous avez? Du charbon? Ah, mais oui, c'est une vraie question. Il n'y a pas un pays qui fait 300 milliards de dollars, mais en rien plus supérieur à celui qui fait 200. Et encore moins trillions, etc. C'est notre capacité à être unis dans la stabilité et à bâtir, à créer de la valeur pour nos citoyens, à vivre ensemble dans la joie, dans le respect, dans le sourire, mais aussi à créer de la valeur pour d'autres et pour autrui. Et c'est la vocation du royaume du Maroc. Quand on est au Tchad, les gens du Kanem-Borno vous disent les liens depuis 1000 ans avec le royaume du Maroc. Ils en sont très fiers. D'ailleurs, en fait, actuellement, l'ancienne ambassadrice, actuellement DCM numéro 2 de l'ambassade tchadienne à l'ONU, est une princesse Borno-Kanem. D'ailleurs, sa grande sœur, l'Arhama, est décédée à Marrakech cet été. On parle du Tchad. L'Arhama. On parle du Tchad. Niger est un pays frère, Mali est un pays frère, Burkina est un pays frère, et tous les pays souverains sont des pays frères, et tous ceux qui nous soutiennent et nous respectent sont des pays frères. Mais pas que les pays, les citoyens, les personnes aussi. J'ai envie qu'on ait cette pensée nucléique. On parle d'intelligence, de pays intelligents. Aujourd'hui, les pays intelligents ne sont pas uniquement parce qu'il y a l'intelligence artificielle qui est très importante, que je salue, qui nous écoute et qui enregistre aussi, mais ils sont intelligents quand les citoyens le sont. Qu'ils savent, encore une fois, se protéger de l'influence étrangère, qui savent où est-ce que leur pays part et qui transforment leur plan personnel de développement en quelque chose de structurel qui contribue au développement de leur pays, ce qui est la chose la plus intelligente. Vous ne venez pas parler à l'ONCF, ils n'ont pas besoin de publicité, on peut les citer. Venez pas dire à l'ONCF, j'ai envie que votre train me ramène devant chez moi. Vous montez dans le train ou pas. Et le jour où vous êtes à un niveau professionnel et de responsabilité, vous contribuez à bâtir de nouveaux trains et de nouveaux rails. Mes métaphores, je pense, sont très claires pour tout le monde. Aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de cette capacité de créer de la valeur pour tout le monde de manière très pragmatique. Le port de Tangemet, c'est Tijara, c'est le trade. Les différents fleuves marocains, Ouadnoun, Sakha el-Hamra, etc., c'était des portails de commerce qui allaient au travers d'autres fleuves dorés qui étaient les dunes, au travers des caravanes. C'est des espaces de commerce. Et qui dit le commerce dit le respect. Parce qu'on ne peut pas avoir un commerce qui est dur s'il n'y a pas le respect de l'autre, s'il n'y a pas la connaissance de l'autre, s'il n'y a pas la prospérité pour tout le monde, dans la paix, dans la stabilité. Donc notre pays a toujours été et sera une puissance de stabilité et de prospérité. Le port de Dakhla correspond aussi à une problématique mondiale. On a une expression stratégique qu'on appelle le vaccin et le Bellérophon. Je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Bellérophon, personnage historique, mythologique assez particulier, ne serait pas devenu une célébrité, entre guillemets, s'il n'avait pas tué la chimère. Donc quand on crée une solution qui correspond à une problématique mondiale majeure, on acquiert une place stratégique. Aujourd'hui, il y a une problématique majeure en matière de minerais. J'ai donné 2 conférences cette année en matière en fait, de mines et d'énergie à Washington et ailleurs. Et la problématique, c'est les chaînes de valeur. La qualité, la légalité, l'éthique, personne n'a envie de procès en fait par rapport à des mines qui emploient des enfants ou dans des conditions proches de l'esclavage, le respect de la dignité humaine, mais aussi la continuité des chaînes de valeur et la qualité des chaînes de valeur. C'est ce que le port de Dakhla va offrir, une opportunité à l'Afrique d'exporter avec la dignité de ses citoyens, d'attirer de l'investissement pour le continent africain. C'est la sécurité alimentaire. Tu as parlé de l'OCP tout à l'heure. L'OCP n'exporte pas des produits, elle exporte des solutions contribuant à la sécurité alimentaire dans ces pays-là, dans le respect, dans l'étude, la main dans la main. C'est aussi la capacité d'offrir des solutions énergétiques. Le grand projet en fait, du pipeline de gaz, c'est de l'ammonium, donc de la sécurité alimentaire, parce que c'est un intrant principal des engrais, mais c'est aussi de l'électricité pour l'ensemble des pays africains, une capacité à travailler ensemble, mais aussi de l'industrialisation, parce que ce pipeline a besoin d'une maintenance de 15 à 20%.
Donc c'est de l'industrie pour tous ces pays-là. Mais c'est aussi une compréhension et une connaissance des problématiques réelles de terrain. De terrain. C'est pour ça qu'on est accepté. C'est pour ça que nos frères africains sont proches du Maroc. On n'est pas orgueilleux. Et je le dis parce qu'encore une fois, j'ai des femmes et des hommes, des jeunes qui sont en face de moi. Chacun d'entre vous est ambassadeur, chacun d'entre vous est femme et homme d'État à partir du moment où vous pensez à servir votre pays, à le faire rayonner. Vous l'êtes. Vous n'avez pas besoin d'avoir ça dans la carte de visite. À partir du moment où vous avez ça, que vous le faites avec beaucoup de discipline, avec beaucoup de savoir-faire. Donc le port de Dakhla joue ce rôle-là, un hub majeur. On ne parle pas des ressources du sol des provinces du Sud, on ne parle pas des ressources en fait économiques, on parle de la création d'une économie plus supérieure, d'un pipeline de gaz qui répond aux besoins de nos amis européens sans rentrer en conflit avec d'autres pays amis. On parle de la capacité de servir la sécurité alimentaire tout en permettant à d'autres pays qui sont des champions mondiaux de l'agriculture de continuer à prospérer, voire à prospérer plus. On parle de la capacité d'alimenter les chaînes de valeur mondiale en matière de minerais tout court, mais aussi de minerais stratégiques qui sont à la mode aujourd'hui parce qu'on en parle, tout simplement parce qu'on vient de le découvrir, mais ça a toujours existé, de manière qui est sereine et qui est connue. Mais ça, c'est des petits projets qui sont liés, c'est des maillons de grandes chaînes. Il faut arrêter pour nos jeunes de parler en fait des grandes stratégies, etc. Il est temps aujourd'hui que vous appreniez des métiers, que vous ayez une discipline de travail et que vous excelliez dans votre domaine. Pour que demain, quand vous avez la capacité de servir, vous avez des métiers. On ne peut pas développer par la parole. Aujourd'hui, on réussit parce qu'on a développé des métiers concrets sur le terrain. Parce qu'on a eu légitimité, on a réussi. Quand vous entendez parler du rôle du Maroc dans la lutte antiterroriste ou anti-extrémiste, parce que les gars qui sont dans ces métiers-là font un excellent travail sur le terrain et qu'ils connaissent le terrain et qu'ils sont respectés sur le terrain. La même chose dans l'agroalimentaire, la même chose dans l'automobile. Aujourd'hui, on excelle. Il est temps aujourd'hui que vous excelliez vous aussi dans ces métiers-là et voyez nos provinces du Sud aujourd'hui comme étant une locomotive de développement qui contribue à la stabilité, à la prospérité dans le Sahel et dans l'Afrique atlantique, mais qui répond aussi à des normes mondiales. Et c'est pour ça que nos amis américains nous soutiennent, c'est pour ça que nos amis asiatiques nous soutiennent, nos amis européens, bien sûr, nos frères dans le Moyen-Orient et nos frères en Afrique. Merci. Merci beaucoup. Alors c'est vrai que le temps nous est compté, mais on va pouvoir déborder un petit peu, je vous le dis. Alors si vous le permettez, je vais vous poser à vous trois, qui avez été ministre des Affaires étrangères de 3 pays amis, je vais vous poser une question. Est-ce que oui ou non, ce que vous connaissez du développement des provinces du Sud aujourd'hui, ce pas de géant qui a été franchi en seulement un demi-siècle, 50 ans, est-ce que c'est inspirant aussi pour vos pays respectifs? Est-ce que oui ou non, vous vous dites, ben oui, avec une vision, on peut atteindre un niveau de développement qu'on n'aurait même pas imaginé un demi-siècle auparavant? Thank you so much. It is more than inspiring. It tells us that it is possible with good leadership. And as I said, Morocco has become a global leader for Africa. And the King champions many other projects in Africa. And I believe that looking at what has been achieved, in a few years in the southern provinces, Africa can achieve more by taking a cue from what is happening here in Morocco. Thank you. Well, let me just say yes to your question that yes, it's inspiring. It's a model from diplomatic solution to economic transformation. And I want to make that clear. You went from a political solution, diplomatic solution, now you go on to economic powerhouse. That is something that we need to learn a lesson from as a continent. Africa must learn from a lesson from Morocco that the issue of economic transformation is the way to go. So you may have your political differences, you may have your issues, but the issue of economy, building a strong economy to link the continent. And I think Morocco sits in the position to get that done.
So we have seen a lot of transformation, and we want to say thank you. But in closing, because I know you're not coming back to me, I had the opportunity with my president yesterday. And Si. Vous inquiétez pas, vous aurez le mot de la fin après. Vas-y. I can go ahead. And he just said to me, Liberia is going to support Morocco sovereignty to sovereign Morocco, period. Thank you, Monsieur El-Messali. Oui, en fait, la difficulté du Maroc pour ce développement du Sud, effectivement, c'est le dilemme à la fois de lutter pour conserver, pour avoir, consolider, avoir une emprise réelle sur le Sud, donc défendre la souveraineté, et combiner aussi avec la volonté de développer ce territoire. En fait, c'est extrêmement délicat parce qu'il y a des pays où ils n'ont pas de problème de souveraineté, où ils n'ont pas su ou pu mettre en œuvre toute la stratégie de développement nécessaire. Or, le génie du Maroc, à la tête duquel Sa Majesté Mohamed VI, c'est d'avoir su aussi, à partir de son avènement, parce que c'est vrai que la marche verte a eu lieu il y a 50 ans, mais le vrai développement du Sud n'a pas eu lieu depuis 50 ans. C'est une volonté de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, Mohamed VI, depuis son arrivée au trône, avec une volonté forte jusqu'en 2015, dans la restructuration du Sud entre 1999 et 2015, et cette volonté politique forte qui a été la sienne en imposant cette vision nouvelle et les investissements dans le Sud pour faire du Sud ce que le Sud est devenu aujourd'hui comme province qui joue un rôle majeur dans l'économie marocaine pour consolider cette souveraineté. Donc quand on parle de 50 ans de développement du Sud, en réalité c'est la moitié. C'est en 25 ans que réellement il y a eu cette métamorphose, pour ne pas dire il y a 10 ans réellement, où ça s'est pleinement accéléré. Bien sûr, quand on voit un peuple, un pays, un roi capable de faire ce qu'il a fait en si peu de temps, bien sûr que c'est inspirant. Bien sûr que pour nous, Africains, le Maroc est le pays à regarder. C'est le pays à demander conseil. C'est le pays où nous devrions nous tourner parce que le Maroc recèle à tout point de vue les compétences qui sont dues aussi à l'investissement, comme je disais tout à l'heure, dans la formation des ressources humaines des hommes et des femmes capables de construire des ponts depuis Hassania jusqu'à les nouvelles infrastructures aujourd'hui, parce que le Maroc, il est devenu un hub de développement entre l'Amérique et l'Asie, entre l'Afrique et l'Europe. Ça devient un endroit majeur qui est appelé à jouer un rôle majeur dans les années à venir. Mais bien sûr que le Maroc est un modèle fantastique pour nous. Mais bien sûr que le leadership du Maroc aujourd'hui est important pour l'Afrique parce que nous avons besoin de modèles africains. Il n'est pas question qu'on se retourne tout le temps dans des contrées lointaines, notamment l'Asie ou l'Europe. Le Maroc, c'est le continent africain. C'est nos frères, c'est nos cousins. Donc nous avons une vision commune parce que notre destin est mêlé. Et bien sûr qu'on est heureux d'avoir un pays comme le Maroc et d'avoir un roi qui aujourd'hui n'est plus le roi du Maroc uniquement, mais il est le roi de l'Afrique en réalité, parce qu'il inspire et il donne une nouvelle vision pour l'Afrique dans sa capacité et ses capacités à réfléchir et à transformer en si peu de temps à partir de rien, parce que je rappelle qu'à côté de beaucoup de pays, le Maroc n'a pas fait pas grand-chose. L'OCP, c'est depuis 25 ans, encore une fois, où réellement, grâce à Sa Majesté Mohamed VI et son génie, que l'OCP est devenu ce qu'elle est devenue, mais avant, il exportait la matière première, et aujourd'hui, c'est plus que la matière première, comme disait Amin Laguidi. Et dans bien de domaines, aujourd'hui, le Maroc est un exemple extraordinaire pour nous, Africains. Bien sûr que le Maroc, aujourd'hui, doit jouer et va certainement jouer un rôle important, un rôle majeur à travers le leadership de Sa Majesté Mohamed VI. Merci beaucoup. Samuel Bennis, alors je vais commencer à vous donner à chacun la parole pour le mot de la fin. Alors il nous reste théoriquement 1 minute 30, très exactement. On va déborder un petit peu, mais voilà, quelque chose de très court, mais de très clair, de ce que vous pensez de la thématique du jour.
pour être très clair, 50 ans après la Marche verte, le Sahara marocain, de la souveraineté au développement et à la croissance. Friend Amin Lagidi, because he brings a great deal of positive energy to the room, and the pertinence of what he says and the energy he uses in what he does is very inspiring. Please give him a round of applause. So now I think we have spoken at length about the genius of the late King Hassan II, but we should also emphasize the genius of King Mohammed VI. I would call King Mohammed VI the African, because now that we have three former foreign ministers, African foreign ministers with us, we should point out that what Morocco has achieved in October would not have been possible without the genius idea that the king implemented with Morocco's return to the African Union in 2017. Because that was, for me, a watershed moment that enabled Morocco to achieve more diplomatic breakthroughs that paved the way for what Morocco achieved with the adoption of Resolution 2797. Merci, thank you. Si vous pouviez éteindre le micro comme ça, voilà. Alors je reviens vers vous, Amin Laridi. C'est à vous que revient maintenant l'autre mot. Non, vous préférez attendre? Oui, d'accord. Alors, c'est pas grave. Avec Cheikh Khaoui. Ben écoutez, bon, je pense aujourd'hui, comme je viens de réaffirmer, je viens de dire que la résolution 2797, c'est pas qu'une vision simple, mais c'est une vision géostratégique qui dépasse les frontières, qui dépasse le cadre doctrinal qu'on pourrait un petit peu essayer d'en faire. Je pense aujourd'hui, le futur, il est prometteur. Prometteur dans le sens qu'aujourd'hui, les provinces du sud du Maroc, ils ont trois leviers qui sont substantiels, qui sont stratégiques. Il y a la géographie qui donne la puissance. La géographie, c'est surtout qu'aujourd'hui, les provinces du sud du Maroc pourraient devenir une plateforme mondiale et à l'échelle internationale, à l'image de Singapour dans l'Asie sud-est ou bien à l'image de Dubaï dans la région du Moyen-Orient. Il y a aussi la vision royale qui donne la direction, qui donne le tempo, la stratégie. Parce qu'aujourd'hui, la souveraineté, comme ils ont expliqué nos confrères des ministres des Affaires étrangères, aujourd'hui, la souveraineté du Maroc sur les provinces du Sud, c'est le préambule de la souveraineté et de l'adhésion du continent africain. Il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs mouvements séparatistes qui malheureusement continuent d'exister dans le continent africain. Je pense aujourd'hui, avec la résolution 2797, ce sera le début de la résolution de plusieurs conflits à l'échelle du continent africain. Et troisième levier, c'est les infrastructures qui donnent la capacité au Maroc. Les provinces du Sud, plateforme mondiale de l'économie, mais spécifiquement pour l'hydrogène vert, l'ammoniac vert et aussi pour l'énergie durable. Je pense aujourd'hui, le Maroc, il a ouvert un chantier qui est très important. Grâce à la vision royale de Sa Majesté le roi Mohammed VI, je pense que le Maroc, il est dans la voie de devenir un État pivot. Ce n'est pas qu'à l'échelle sécuritaire ou bien à l'échelle économique, mais à l'échelle aussi géopolitique. C'est le centre de gravité d'un triangle géostratégique qui va s'affirmer dans les prochaines années. L'espace euro-méditerranéen, l'espace afro-atlantique et l'espace aussi afro-arabe. Merci. Merci beaucoup. La parole est à M. Kassaïla. Votre mot de conclusion. Thank you so much. To urge Morocco to continue taking its rightful role at AU level. Morocco is a leader, and it has demonstrated in this conflict
with Sahrawi, that is a leader, and has been able to resolve the conflict really within itself. And in Africa, we have so many other conflicts. Morocco can take the lead and assist Africa to deal with those conflicts. Thank you. Merci beaucoup. Monsieur Findlay. Thank you. I want to congratulate His Majesty the King for his Mohammed VI, for all of the wonderful work he has done both globally and his contribution to Africa. I also want to encourage the kingdom to continue to work towards a global resolution for peace and continuing to do so because it's always been the goal. We know that the transformation has started in southern Morocco, and we want to also congratulate the kingdom for that, and that this transformation is for the future, not only for the kingdom of Morocco, but the future of Africa. I will stop there, and thank you very much. Merci beaucoup. Et la parole est à vous à présent, Monsieur le ministre Al-Massadi. Merci infiniment. Moi, pour conclure, je voudrais très modestement remercier le Forum MEDES qui nous a donné cette belle opportunité pour, comme il le fait tous les ans, on vient, on échange et ressort des choses importantes à l'occasion de nos discussions, ne serait-ce que le contact humain. Le Forum MEDES donne cette opportunité pour les Africains et les non-Africains d'ailleurs de nous connaître. Des voisins tanzaniens, kenyans que j'ai rencontrés, que j'ai connus ici. Donc je voudrais remercier le MEDES à la tête duquel il y a Brahim Fassifari, que je ne saurais ne pas remercier pour tous les ans nous donner cette belle opportunité pour être présent et parler de questions majeures. Et je finirai encore une fois à présenter mes félicitations à Sa Majesté Feu Mohamed VI, que Dieu l'assiste, continue à le glorifier parce que l'œuvre qu'il a accomplie est une œuvre importante qui dépasse en réalité les murs du royaume du Maroc. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la consécration d'une diplomatie qui n'a jamais été belliqueuse, parce que le Maroc, en 1400 ans d'existence, elle n'a jamais fait la guerre, elle n'a jamais agressé, elle s'est défendue quand il fallait se défendre. Mais le Maroc a toujours été à la pointe du respect, de l'élégance diplomatique. Et cette manière de faire la diplomatie aujourd'hui est payant parce que cette élégance a conduit tout droit à cette résolution 2797 qui, bien que initiée par cette marche verte que je rappelle pacifique, il n'y a pas eu une seule personne d'agressée ni de violence, mais c'était dans la paix, la sérénité que cette revendication ô combien légitime a été engagée le 6 novembre 1975 et de quelle belle manière elle a été clôturée le 31 octobre dernier parce que le Maroc, les Marocains et Sa Majesté Mohamed VI ont su appréhender et avoir les mots justes, la démarche juste et la conviction d'aboutir à une solution juste. C'est ce qui nous conduit aujourd'hui à cette solution pacifiste. Bravo à Sa Majesté Mohamed VI, bravo au peuple marocain. Merci beaucoup. Amin Laridi. C'est trop d'honneur que de faire un mot de la fin après un débat d'un si haut niveau. Permettez-moi au contraire de faire deux mots d'ouverture. Premier, c'est la valorisation, et le deuxième, la métaphore du fleuve. La valorisation. Apprenons à valoriser nos champions, apprenons à valoriser ceux qui travaillent, avec l'humilité, avec beaucoup de constance. Cette victoire est la victoire de Sa Majesté le Roi Allah Insro,
Et quand on le dit, c'est notre victoire à nous tous Marocains unis autour de lui. Notre puissance, elle est dans notre union. Ce qui me ramène à ma métaphore du fleuve. Un fleuve a une direction bien claire, il n'y a pas de contre-courant. Un fleuve tient sa puissance de sa générosité. Il donne. Ceux qui veulent boire, ceux qui vivent dedans, ceux qui vivent autour. Il ne pense pas s'il y aura de la pluie ou si sa source va s'achasser. Et la puissance du fleuve, elle est dans sa générosité et son continuum, mais aussi dans cette union. Dans cette union. Notre force, elle est dans notre union. Les ingérences aujourd'hui ne sont pas uniquement le fait de simples groupes d'intérêts économiques, idéologiques, qui ont les moyens, qui ont la technicité, qui ont l'accès, peuvent faire de l'ingérence par rapport au pays. Mais les pays ne sont blindés que lorsqu'il y a de l'union. Certes, il y a un savoir-faire, il y a une expertise sécuritaire, d'anticipation des ingérences étrangères qui est fantastique. Mais notre point de force, c'est notre union, nous tous, Marocains et les amis du Maroc, autour de notre roi. C'est dans notre intérêt, au présent et au futur, et c'est dans l'intérêt aussi de nos amis et de nos alliés stratégiques. Et je rejoins ce que tu disais par rapport à ce rôle qui est aujourd'hui celui du Royaume du Maroc. Restons unis, travaillons la main dans la main et trouvons de l'orgueil à servir. À servir. L'humilité est une vertu. Le travail est une vertu. Le chemin doit être parcouru. Et quand on fait le chemin, aidons d'autres à le faire de manière plus facile. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à chacun d'entre vous d'avoir joué le jeu, d'avoir participé, de nous avoir éclairé de vos magnifiques réflexions. Merci à toutes et à tous d'être restés si tard pour nous écouter, ou en tout cas écouter ces messieurs. Je vais vous demander de nous rejoindre parce que les photographes n'attendent que vous maintenant pour immortaliser ce moment. Merci en tout cas de votre attention. J'espère que ce que vous avez pu entendre était à la hauteur de ce que vous attendiez et espérons que de toute façon la marche se poursuive, elle n'est pas terminée, elle est en chacun d'entre nous. Merci encore.